Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour, mardi 7 janvier 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'année 2020 qui a débuté sera une année d'action en faveur des éléments de forces de défense et de sécurité, a déclaré le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT. Sako Mamadou profite pour lancer un appel à tous les Nigériens de se mobiliser davantage pour soutenir les soldats qui sont actuellement sur le front. Reportage. En 2019, le Niger a connu une fin d'année sombre sur le plan sécuritaire. En effet, dans le seul mois de décembre, plus de 80 soldats nigériens ont été tués par les terroristes à Inates et à Sanam dans la région de Tillabéri. C'est pourquoi cette nouvelle année qui vient de débuter sera une année d'action pour la deuxième centrale syndicale la plus représentative, la Confédération nigérienne du travail CNT, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. L'action salvatrice que mènent les forces de défense et de sécurité, on doit avoir l'adhésion de tous. Et c'est pour cela qu'au niveau de la CNT, nous disons à toutes les militantes et tous les militants et sympathisants de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, de les soutenir dans leurs actions, de dénoncer en tout cas tout ce qu'ils trouvent de suspect, afin qu'on puisse anéantir ces forces du mal. Aujourd'hui, le peuple nigérien est à l'unisson derrière les forces de défense et de sécurité pour que la paix revienne. Aujourd'hui, dans beaucoup de localités avec l'état d'urgence, l'économie est paralysée. Nous n'avons pas demandé à faire la guerre. En tout cas, nous sommes confiants par rapport à nos forces, l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à anéantir les forces du mal. Donc par rapport à ça, nous allons accompagner, nous allons toujours lancer un appel pour le soutien à nos forces de défense et de sécurité qui garantissent notre sécurité. Nous comptons organiser, en tout cas, beaucoup d'actions. Nous comptons organiser même des quêtes pour soutenir l'action des forces de défense et de sécurité. Nous pensons qu'aujourd'hui, tout Nigérien, pas Nigérien, tout citoyen qui vit sur le territoire national doit avoir ça à l'œil. Nous pensons que très prochainement, nous allons mener des actions, en tout cas, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Et soutenir également les veuves et orphelins qui aujourd'hui sont dans une situation, bien que l'État les soutienne, mais nous pouvons également venir en aide, en appui aux efforts menés par l'État nigérien. Le 13 janvier prochain, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel seront à Pau en France sur invitation du président français Emmanuel Macron pour parler de la sécurité au Sahel. La CNT attend des décisions claires en faveur de la lutte contre le terrorisme au Sahel au sortir de cette rencontre. Il ne doit pas avoir de langue de bois. Là-bas, à Pau, les 5 chefs d'État des pays du G5 Sahel doivent réaffirmer également leur souveraineté par rapport à tout ça. On a demandé, la France a dit que dans le cadre de la coopération militaire, nous assister, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on sente leur présence là, que leur présence nous aide également parce qu'ils ont des moyens, les Français ont des moyens que nous n'avons pas. Regardez, on a englouti des milliards et des milliards dans la guerre en Syrie, en Irak. Mais je crois qu'on semble oublier le Sahel. Aujourd'hui, on dit que l'amisement doit être au niveau du chapitre 7 des Nations Unies pour qu'on puisse faire des offensives, n'est-ce pas la défensive. Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité doit se pencher sur la situation qui prévaut au Sahel. Nos chefs d'État doivent clairement dire la France est membre du Conseil de sécurité, membre permanent avec droit de veto, tout. Je pense que si, en tout cas, la communauté internationale veut aider le Sahel, d'importantes décisions pourront être prises pour venir à bout. La Confédération nigérienne du travail CNT exige aussi des partenaires des pays du G5 Sahel un partenariat sincère dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. Les vendeurs du gaz du Niger sont mécontents de leur patron, de leur fournisseur. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont rendu public cet après-midi une déclaration au siège de la CNT. Dans celle-ci, leur syndicat, le syndicat national des revendeurs de gaz Sinarec,
s'insurge contre certaines allégations portées à leur égard. Un extrait avec le secrétaire général de ce syndicat, M. Moumouni Idi. Le syndicat national des revendeurs de gaz Sinarec tient à apporter les précisions suivantes. 1. De la question du transvasement du gaz. En effet, les ménages nigériens se rappellent de la pénurie du gaz il y a de cela quelques mois, suite à la forte demande et les pressions. Nous avons pris sur nous l'idée du transvasement des gaz domestiques seulement entre les bouteilles d'une même quantité afin d'assouplir les souffrances des ménages et éviter l'utilisation du bois. Aujourd'hui, les gaz domestiques étant disponibles partout et en quantité suffisante, les revendeurs ne s'adonnent plus à cette activité très fatigante et coûteuse. 3. Les gaz domestiques est fourni par les sociétés de la place aux revendeurs, qui, elles seules, peuvent certifier que les bouteilles répondent au poids exigé par la loi. 4. À ce sujet, le syndicat des revendeurs de gaz, Sinarec, rappelle au DG de Ganigaz que lors d'une réunion tenue au ministère du Commerce, il a été reproché à cette société de frauder sur le poids des bouteilles de 6 kg et 12 kg, donc inutile de jeter les discrédits aux autres partenaires. 5. Ces propos diffamatoires sur notre activité visent ni plus ni moins à créer un climat de méfiance entre les ménages et nous, dans le seul but d'orienter les clients à acheter auprès de leurs dépôts créés pour nous concurrencer. 6. Le Sinarec demande au ministère du Commerce de multiplier les inspections à tous les niveaux afin de sanctionner tout contrevenant à la loi. 7. Le Sinarec demande à tous les ménages de rester sereins et de garder la confiance aux revendeurs qui restent et demeurent vos partenaires particuliers et privilégiés qui sont là pour vous en tout lieu et en tout moment. 8. Le Sinarec exige de la Direction générale de Ganigaz des excuses sur ces allégations mensongères à l'endroit des revendeurs de gaz. 9. Les revendeurs de gaz présentent leurs condoléances les plus attristées au peuple nigérien, au FDS et aux familles éplorées de nos vaillants soldats tombés sur les champs d'honneur suite aux attaques du poste militaire avancé d'Inates et l'embuscade du 24 décembre 2019 dans la zone de Sanam-Tilaberi par des bandits armés sans foi ni loi. Prie Dieu le Tout-Puissant pour le repos des âmes de disparus dans son paradis éternel. Souhaite prompt rétablissement aux blessés. Direction Zander, à présent, où nous nous sommes intéressés à cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est l'affaire justement des pyramides qui ont été donc des pyramides dans cette région. Le champ de la recherche archéologique, précisément en ce qui concerne l'égyptologie, est en train de s'enrichir davantage. En effet, un dernier rapport scientifique publié a confirmé bel et bien l'existence de ces pyramides. Précision dans ce reportage signé Alice Issé Ibrahim. L'égyptologie, qui est la branche de l'archéologie se préoccupant des antiquités égyptiennes, est en train de s'enrichir à la faveur des travaux menés par l'archéologue nigérien Souley Garba dans la région de Zander. En effet, Souley Garba, à travers le décryptage d'anciennes écritures égyptiennes, est parvenu à découvrir l'existence d'anciennes pyramides antérieures à celles de l'Égypte à Trimini, localité située à quelques 20 km de Zander. L'archéologue Souley Garba explique le cheminement qu'il a suivi pour aboutir aux pyramides de Trimini. La pyramide de Trimini est notamment à Tambaki et je l'ai découverte à la fin du mois de février 2012, le 30 février 2012. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à comprendre que c'est une pyramide? Il faut comprendre que bien avant cela, j'étais aux États-Unis pour travailler avec une institution qu'on appelle Arché dans le domaine de l'égyptologie. Et suite à ces travaux pendant presque 7 ans, donc je m'en suis un peu départi des travaux
ordinairement qu'on connaît sur l'égyptologie. Et j'ai préféré maintenant prendre la voie par laquelle j'ai compris par moi-même que les anciens écrits égyptiens sont basés. C'est-à-dire que j'ai pris la voie africaine. C'est-à-dire que pour moi, j'étais convaincu que l'ancienne écriture égyptienne qu'on appelle aujourd'hui, ou bien qu'on appelle dans l'égyptologie les hiéroglyphes étaient écrits dans une langue africaine, et particulièrement la langue Hausa. Sur la base des petits indices que j'ai eus avec les Champollion et les sœurs Alan Gardiner, donc finalement, j'ai engagé mes propres travaux pour continuer et déchiffrer petit à petit ces caractères-là en Hausa. Donc, lorsque j'en suis arrivé vers les années 2012 à déchiffrer intégralement ces anciens textes égyptiens, j'ai compris qu'ils parlent en fait d'une partie du territoire du Niger. Et notamment, ils parlent de Zender, notamment du Damagaram, dans le passé. Et c'était suite à ça que finalement j'ai vu que régulièrement ils reviennent sur deux principales pyramides, à savoir la pyramide de Tirmini que nous avons jusqu'à aujourd'hui, et deuxièmement il y a une plus grande, une géante pyramide qui aujourd'hui a disparu, mais la pyramide de Tanut. Lorsque l'archéologue Souley Garba avait annoncé la découverte d'anciennes pyramides plus vieilles que celles de l'Égypte, l'étonnement a été grand au sein de l'opinion. Alors plus de stupéfaction sur ce sujet à l'heure actuelle, car un éminent expert égyptologue, après examen, analyse du site de Tirmini, a confirmé dans un rapport produit à cet effet qu'à Tirmini se trouvent bel et bien des pyramides. Il y avait un expert international qui travaille d'ailleurs avec l'équipe égyptienne, qui travaille même avec les autorités égyptiennes, et qui a sorti d'ailleurs le rapport récemment. Il s'appelle Dr Choc. Après les Égyptiens, également il était invité par la République du Niger, par la voie officielle. Ce n'est pas une voie officieuse, je l'ai dit. Officiellement, il a été invité par le président de la République à travers la haute autorité à la consolidation de la paix. Il est arrivé à Niamey. On lui a mis tous les moyens à sa disposition ou à leur disposition parce qu'il y a deux Américains. Mais Dr Sok, c'est lui qui est l'expert qui travaille avec l'Égypte. Donc, nous nous sommes transportés à Zender. Je lui ai montré les sites. Et il m'a posé des questions, je lui ai répondu à tout ce que je sais par rapport à ma découverte propre. Il est parti, il a fait son investigation et après l'investigation, il a produit un rapport. Aujourd'hui, le rapport est donc disponible et nous l'avons transmis non seulement à la haute autorité, à la consolidation de la paix, mais je crois que aussi le président de la République est au courant. Et c'était suite à ça que finalement, on a médiatisé le rapport à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions et les radios, dont aujourd'hui la Bari également est au courant. Le rapport a confirmé parfaitement qu'il y avait bel et bien une pyramide à Zender. Plus encore, sur le site de Tirmini, l'archéologue Souley Garba et l'équipe d'experts archéologues ont mis à jour une série de tombes dans lesquelles ils ont découvert des squelettes d'hommes extraordinaires. Oui, des hommes qui, après mesure de leur ossement, mesuraient diversement 3 mètres et 7 mètres. En un mot, c'est une gigantesque mise à jour historique qui a été effectuée à Tirmini. Pour l'heure, un prélèvement a été fait sur les squelettes de ces géants en vue de savoir à quelle période ils remontent. Les pyramides de Tirmini et le secret que son alentour commence à donner est une découverte majeure qui commande à la communauté scientifique nationale et internationale à orienter leur regard avec un grand intérêt pour le site archéologique de Tirmini. Rendez-vous d'ailleurs à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité des explications données par l'auteur de cette recherche, notamment Maître Souley Garba, à la fin de cette édition. Autre aspect de ce journal, les problèmes s'enchaînent dans les universités publiques du Niger, précisément celle de Niamey, mais aucune solution pour le moment. Une situation qui bloque du coup le bon fonctionnement des activités académiques. Reportage Hamza Sakou, Chebou Guissou. L'enseignement supérieur bafoué au Niger, créé en 1971, l'université Abdou Moumoun de Niamey est classée derrière toutes les universités du monde, dû à son mauvais fonctionnement qui s'explique par plusieurs aspects, comme l'atteste le secrétaire général du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, section Niamey. Dans toute l'histoire de l'université Abdou Moumoun de Niamey,
si on fouille, on ne peut pas parler concrètement de budget. Ce sont des subventions que le gouvernement alloue à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dans cette subvention-là, on plonge les salaires dedans. Or, ce qui doit être fait, c'est de dégager la masse salariale à part et d'accorder une subvention. Malheureusement, le gouvernement verse moins de 18% par trimestre. Ce qui fait qu'on a des problèmes, en tout cas, qu'on rencontre même dans le paiement des salaires. Et la subvention allouée ne couvre même pas la masse salariale, puisque la subvention ne suffit pas même à couvrir la masse salariale, le fonctionnement en partie. Vous allez voir actuellement, on a certaines facultés où il manque même de craie pour écrire au tableau. La craie, s'il vous plaît. La craie là qu'on vend à 10 francs. On a des collègues, parce qu'ils sont animés de ce souci-là, permanent, d'enseigner, d'encadrer leurs petits frères, qui sont les étudiants à l'université de Moni, achètent eux-mêmes la craie dans leur poche. Oh, ce n'est pas à l'enseignant d'acheter une craie pour enseigner. Ce n'est pas son rôle. Et encore pire, il y a des administrations, des canals qui manquent même parfois du papier pour imprimer des sujets, ou même des copies avec lesquelles on fait les examens. Pire, le consommable même informatique fait défaut. Ça fait défaut. Pour mener à bien ce devoir civique d'enseigner, les infrastructures doivent être au rendez-vous pour qu'il y ait plus de retard. Il n'y a pas un seul parent d'étudiant qui ne sait pas qu'il y a un problème de capacité d'accueil à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et je vais commencer par une simple petite chose. Récemment, sur la femme de sciences, on a réceptionné un amphithéâtre à Flamand Neuf. Mais je vous invite à aller vérifier. Cet amphi-là n'a pas de tableau. Il n'a pas de tableau. On dit que c'est un amphithéâtre de 1000 places. Mais comment un enseignant peut tenir un cours ou un TD dans un amphithéâtre où tu n'as même pas sur quoi écrire, qui n'a même pas de sonorisation? Ça, c'est un premier problème. Vous allez également remarquer que sur certaines facultés, ou même ici à la fac de lettres, à l'amphib, qui doit contenir à peu près 300 élèves, 300 étudiants, dans lequel vont se retrouver au moins 1000 étudiants. Ce qui fait que c'est lamentable ce qui se passe au Niger, et surtout à l'université de Niamey. Comment des étudiants peuvent venir dans une salle de cours, s'asseoir à même le sol pour suivre un cours? Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, section Niamey, appelle les autorités en charge de l'enseignement supérieur de prendre leurs responsabilités en main, tout en respectant le protocole d'accord signé par les deux parties. Merci Hamza Sakou. Comme annoncé, place à présent à l'entretien que nous a accordé Maître Souley Garba sur la publication d'un rapport sur la découverte de l'existence des pyramides à Zander, une découverte qui a été donc confirmée au terme d'une enquête. Très bonne réception. La pyramide de Tirmini, et notamment à Tambaki, et je l'ai découverte à la fin du mois de février 2012, le 30 février 2012. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à comprendre que c'est une pyramide? Il faut comprendre que bien avant cela, j'étais aux États-Unis pour travailler avec une institution qu'on appelle Arché, dans le domaine de l'égyptologie. Et suite à ces travaux pendant presque 7 ans, donc je m'en suis un peu départi des travaux ordinairement qu'on connaît sur l'égyptologie. Et j'ai préféré maintenant prendre la voie par laquelle j'ai compris par moi-même que les anciens écrits égyptiens sont basés. C'est-à-dire que j'ai pris la voie africaine. C'est-à-dire que pour moi, j'étais convaincu que l'ancienne écriture égyptienne qu'on appelle aujourd'hui, ou bien qu'on appelle dans l'égyptologie les hiéroglyphes étaient écrits dans une langue africaine, et particulièrement la langue Hausa. Mais le Hausa dont on parle, ce n'est pas le Hausa dans le sens ethnique, c'est-à-dire une ethnie en Afrique de l'Ouest, etc., etc. Quand on parle donc des
écrits Hausa de l'Égypte ancienne, il parle donc des premiers écrits. Et le Hausa était une autre chose que seulement une langue chez les anciens Égyptiens. Le Hausa était avant tout une civilisation complète qui englobait et les Noirs africains, et les Blancs, et les Asiatiques, et toutes les races du monde. Donc, sortent autour de cette civilisation et de ces écritures-là. Mais seulement la chose est tellement lointaine, c'est-à-dire qu'elle a existé tellement loin dans le passé que presque toute cette légende ou toute cette histoire a disparu. Ça, c'est une première chose qu'il fallait dire. Donc, deuxième chose, donc petit à petit, sur la base des écrits, ou sur la base du décodage des anciens savants tels que par exemple Champollion, quand vous le prenez, ou bien Sir Alan Gardiner, l'allemand, ils ont fait tous de leur mieux pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Mais ils ont eu leurs limites et ils ont eu leur compréhension. Donc quand vous prenez les travaux de Champollion et d'Alan Gardiner, vous allez trouver que la plupart des déchiffrages dont ils ont fait sont composés de mots Hausa. En majorité, je vais dire, sont composés de mots Hausa sans pour autant que ces savants-là sachent que c'est du Hausa qu'ils parlent et qu'ils ont décodé. Ainsi donc, sur la base des petits indices que j'ai eus avec les Champollion et les sœurs Alan Gardiner, donc finalement, j'ai engagé mes propres travaux pour continuer et déchiffrer petit à petit, ces caractères-là en Hausa. Donc, lorsque j'en suis arrivé vers les années 2012 à déchiffrer intégralement donc, ces anciens textes égyptiens, j'ai compris qu'ils parlent en fait d'une partie du territoire du Niger. Et notamment, ils parlent de Zender, notamment donc du Damagaram, dans le passé. Donc, et c'était suite à ça que finalement j'ai vu que régulièrement ils reviennent sur deux principales pyramides, à savoir la pyramide de Tirmini que nous avons jusqu'à aujourd'hui, et deuxièmement il y a une plus grande, une géante pyramide qui aujourd'hui a disparu, mais la pyramide de Tanut, donc au nord. Car selon les écrits que j'ai lus des anciens Égyptiens, alors Zender était divisé en deux en ces périodes-là, en ces premiers temps de l'humanité. Zender était divisé en deux, la partie nord et la partie sud, ce qu'ils appellent en Hausa Kudu de Arewa. Donc la partie nord est la partie où c'est une terre noire, et la partie sud est une partie où la terre est blanche. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous arrivez dans le département de Zender ou dans la région de Zender, vous allez donc voir de la partie nord, notamment vers Tanut. Tout ça, jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie, c'est de la terre noire. Et la partie sud de Zender, vous allez trouver que la majorité de ces terres-là sont des terres totalement blanches ou calcaires, on peut dire. Donc ce sont les deux régions dont il faisait cas à l'époque. Donc la plus grande pyramide était à Tanut et la moyenne était au sud, à savoir Tambaki. Mais tenez-vous bien, les textes égyptiens ne parlaient pas seulement que de deux pyramides à Zender. Ils parlent de milliers de pyramides. Presque toute la région de Zender à l'époque, c'était des pyramides. Mais ces pyramides-là sont à la fois donc enfouies dans des grottes. Et donc dans les grottes, lorsque vous rentrez dans une pyramide à Zender, dans les grottes, il y a des tunnels. Et donc ce sont ces différents tunnels-là qui connectent les unes avec les autres. Les unes avec les autres. Comprenez-vous? Donc, et aujourd'hui, si vous allez dans la région de Zender, certains ont été enfouis dans le sable. Parce que donc, il faut comprendre que le sable enterre complètement, sinon en grande partie, le sable a englouti l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai, quand vous allez dans le désert, vous allez constater que, donc, sous ce désert de sable, nous avons toute une civilisation. Mais malheureusement, comme on n'a pas les moyens de pouvoir fouiller dans le désert, vous voyez donc ces civilisations sont petit à petit perdues aujourd'hui, on n'en trouve pratiquement pas. Donc ce sont les restes que nous avions aujourd'hui à Dambaki. Mais ne comprenez pas que la pyramide de Dambaki était la seule. La pyramide de Dambaki n'est qu'une, peut-être donc que l'histoire a laissé, mais il y en a des milliers et des milliers de pyramides. Donc voilà, et ce sont ces textes-là, lorsque je les lisais, qui m'ont indiqué qu'ils parlent régulièrement de la pyramide de Dambaki. Parce qu'ils disent que la pyramide de Dambaki et celle de Tanut, les deux principales là, sont des pyramides à partir desquelles les différentes races de l'humanité sont sorties.
il n'y a pas seulement que les Noirs, ce n'est pas seulement la pyramide aux Noirs, c'est un héritage commun à toutes les races de l'humanité. Donc c'est ce qu'ils ont écrit. Et ça, j'ai les preuves avec moi. Et l'autre cas, quand vous prenez l'histoire du Damagaram, en effet, donc l'histoire du Damagaram est strictement liée à ces pyramides-là. Parce que le nom même de Damagaram, à savoir Doumagaru, donc il est bel et bien dans les textes égyptiens, dans la mesure où le nom Doumagaram est composé de deux parties. Vous avez Douma. Douma signifie pyramide. Pyramide, c'est un nom Hausa ou bien pyramide en anglais, mais le nom Hausa c'est Douma, c'est-à-dire une demi-sphère. Et il y a Douma qui est donc une sphère, mais seulement donc une partie est au dehors, l'autre partie est dans le souterrain. Et c'est ça qui constitue les différents tunnels. Donc vous avez Douma, mais qui est toujours encerclé d'un gigantesque mur qu'on appelle Garou. Or tout le monde connaît, tous ceux qui ont vécu dans la région de Zender savent très bien que Zender, dans un passé très lointain, était complètement encerclé d'un garou. Ce qu'on appelle garou, c'est une muraille, une gigantesque muraille. Et donc cette histoire de la muraille de Zender donc, a donné, lorsque par exemple les différentes races de l'humanité sont sorties de là-bas, c'est ce qui a donné que, par exemple, si vous partez en Chine, vous allez trouver les mêmes choses. Si vous partez donc en Europe, vous trouvez les mêmes choses. Si vous partez donc en Asie, vous trouvez donc toujours cette forme d'histoire qu'ils ont rapportée de leurs ancêtres. Donc Zender était complètement encerclé d'une gigantesque muraille, ce qu'on appelle Garou. Donc quand vous prenez la pyramide de Mbaki, même demain si vous partez, vous allez voir les lignes qui ont disparu. Et donc il y a même une partie de ce Garou-là, elle est encerclée, elle est à l'intérieur donc d'un enclos qu'on appelle Garou. Donc c'est pourquoi on dit Douma Garou, donc la pyramide à enclos, ou là donc la pyramide qui est encerclée par un mur, ou qui est entouré par une muraille. Donc c'est ça la définition de Damagaram, Doumagarum. Donc un mur, une pyramide qui est entourée d'un enclos, Doumagaru. Maintenant, lorsque cette histoire a complètement disparu il y a des milliers d'années, finalement, il y a quelques 1000 ans ou quelques 1500 ans, l'empire du Bornou, qui était très puissant à l'époque, donc ils sont venus du Bornou, ils sont arrivés jusque dans la région de Zender. Et ce sont donc ces grands guerriers du Bornou qui sont arrivés à Zender et à l'époque, et ils ont dû quand même coloniser Zender, on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, donc en grande majorité, Zender est composé de Béribéri. Alors, ce sont ces gens-là qui sont venus, qui ont colonisé le Bornou et qui ont redonné un autre nom. Ils ont effacé l'ancien nom et ils ont redonné donc un autre nom à Damagaram. Au lieu de Doumagaram, ils ont dit non. Il y avait un ancien chasseur qui était arrivé dans la région de Zender. Lorsque cet ancien chasseur était arrivé, donc, il a expliqué, il a dit que bon, Damagrim en Béribéri, et Damagrim dans la langue Béribéri veut dire oui, Kanachinama, est-ce que vous mangez de la viande? Et c'est à partir de ce nom que paraît-il, selon l'histoire, que le nom Doumagaram est sorti. Mais en réalité, lorsque donc quelqu'un vous colonise, il va de soi qu'il réécrit votre histoire. Ça c'est tout à fait naturel. Le Bornou a gagné et a eu une victoire sur le Damagaram. Mais c'est tout à fait légitime qu'ils réécrivent maintenant leur histoire selon maintenant donc leur nouvelle vision, puisque donc ils viennent de coloniser un territoire. Et c'est la raison pour laquelle le nom de Zender a été complètement modifié. Le nom du Damagaram a été complètement modifié. Mais à l'origine, c'était lié à la pyramide Douma et Garou. Lorsque la découverte a été faite, très bien, et pour rappel, en 2012, il y a l'ambassade d'Égypte qui a écrit officiellement un document diplomatique et dont je suis en possession. Ils ont écrit ce document-là qu'ils ont transmis au gouvernement du Niger, à savoir le ministère de la Culture. Ils ont dit qu'une pyramide a été découverte au Niger. Alors l'Égypte est prête à coopérer pour en savoir un peu plus là-dessus. Donc c'est ainsi que le ministère de la Culture à l'époque m'a appelé. Ils ont dit voilà ce que l'ambassade d'Égypte a dit. Je suis arrivé au ministère de la Culture et à la fois on m'a recommandé d'aller à l'ambassade parce que c'est l'ambassade elle-même qui a demandé au gouvernement de coopérer. Je suis parti à l'ambassade, donc j'ai
et j'ai eu un entretien avec l'ambassadeur. Il m'a dit, vous venez de faire une découverte extraordinaire. Il a dit qu'ils ont envoyé des documents en Égypte et l'Égypte a répondu favorablement pour dire que oui, il y a bel et bien une pyramide au Niger. Et par conséquent, il va falloir coopérer pour venir travailler avec moi. Et c'était suite à ça donc que finalement la demande a été adressée donc au gouvernement de faire venir une équipe égyptienne pour travailler avec moi. Donc lorsque j'étais parti au ministère, donc, et le chef de l'État à l'époque s'était mêlé de l'affaire, j'ai été appelé également par le chef de l'État. Lorsque j'ai été appelé, le chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, m'avait reçu à l'époque. Et le président de la République m'a entretenu, ou plutôt donc je l'ai entretenu sur cette découverte-là. Je lui ai donné des détails et il m'avait promis à l'époque de m'aider. Ce qu'il a fait concrètement. Parce que tout ce que nous avions demandé à l'époque au président de la République, il l'a fait. Et suite à ce que le président de la République donc, nous a fait, on a fait venir des experts internationaux égyptiens. Donc, lorsqu'ils sont venus, ils ont travaillé avec moi. Après avoir travaillé avec moi, donc, après ça, il y avait une équipe américaine également qui s'est mêlée de l'affaire. Donc, il y avait un expert international qui travaille d'ailleurs avec l'équipe égyptienne, qui travaille même avec les autorités égyptiennes et qui a sorti d'ailleurs donc le rapport récemment. Il s'appelle Dr Choc. Donc, après les Égyptiens, également, donc, il était invité par la République du Niger, par la voie officielle. Ce n'est pas une voie officieuse, je l'ai dit. Officiellement, il a été invité par le président de la République à travers la haute autorité à la consolidation de la paix. Il est arrivé à Niamey. On lui a mis tous les moyens à sa disposition ou à leur disposition parce qu'il y a 2 Américains. Mais Dr Sok, c'est lui qui est l'expert qui travaille avec l'Égypte. Donc nous nous sommes transportés à Zender. Je lui ai montré les sites et il m'a demandé, il m'a posé des questions. Je lui ai répondu à tout ce que je sais par rapport à ma découverte propre. Il est parti, il a fait son investigation et après l'investigation, il a produit un rapport. Aujourd'hui, le rapport est donc disponible. Et nous l'avons transmis non seulement à la haute autorité, à la consolidation de la paix, mais je crois que aussi le président de la République donc, est au courant. Donc, et c'était suite à ça que finalement, on a médiatisé le rapport à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions et les radios, dont aujourd'hui donc la Bari également est au courant. Donc le rapport a confirmé parfaitement qu'il y avait bel et bien une pyramide à Zender. Et donc le rapport en dit beaucoup puisque donc, je ne peux pas me permettre donc, aujourd'hui en quelques minutes de pouvoir résumer ce que le rapport a dit. Mais en substance, Dr Sok a dit que la pyramide de Zender est bel et bien une pyramide, ce n'est pas une formation naturelle, contrairement par exemple à d'autres qui ont cru penser que ce n'est qu'une formation naturelle. Parce qu'il a dit que compte tenu de la dégradation du site et de la pyramide et du sphinx, on ne peut plus parler aujourd'hui donc de pyramide. Pratiquement donc lorsque vous êtes en face, vous allez croire que vous avez affaire juste à une formation rocheuse ou une colline naturelle. Or, les gens ne se rendent pas compte du temps qu'elle a traversé. Imaginez une pyramide qui a été construite, qui a été bâtie depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Terre fait combien d'années? C'est des millions et des millions, voire des milliards d'années. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Elle est antérieure à celle de l'Égypte. Pourquoi? Parce que vous avez posé la question tout à l'heure. Quel rapport peut-on donc faire avec celle de l'Égypte? Il faut comprendre une chose. Et Dr Choc l'a dit, l'Américain. Il a dit que généralement, les gens vont faire un amalgame entre ce que c'est que la pyramide de l'Égypte et ce que c'est que la pyramide de Zender. Les formes de pyramide de Zender représentent la forme de l'univers. Ce sont donc des pyramides habitables. Donc, et elles étaient différentes de celles de l'Égypte. Parce que lorsque vous parlez à un Africain d'une pyramide, immédiatement, il voit l'image des 3 grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui ont une forme presque cubique. Mais en réalité, ce n'est pas la même forme. Ce sont donc les mêmes peuples, mais qui ont bâti donc différentes formes de construction. Au temps où ils étaient à Zender, c'est-à-dire au temps de la naissance de l'humanité,
ces genres de pyramides étaient des pyramides, comme je le disais tout à l'heure, habitables. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée. Lorsque vous rentrez, il y a un escalier qui descend en bas. Et la vie n'est possible à l'époque que lorsque vous êtes dans le sous-sol de la pyramide. C'est-à-dire que dans des tunnels, dans des cavités intérieures, dans le sous-sol. Mais la vie n'est pratiquement pas vivable au dehors, parce que partout c'était de l'eau. Et toutes les pyramides à Zender à l'époque étaient connectées entre elles par des ponts. Des ponts en or, tenez-vous bien. Donc d'une pyramide à une autre pyramide, vous avez donc un pont. D'une pyramide à une autre pyramide, vous avez encore un autre pont. Et il y en a des milliers de pyramides. Donc elles se communiquaient entre elles, donc par des ponts et vers le haut, et par des cavités souterraines vers le bas. Mais la forme de la pyramide de Zender est une forme circulaire, totalement circulaire. C'est comme un œuf. Comprenez-vous? Et c'est pourquoi ils appellent ça Douma Hausa, c'est-à-dire la pyramide des Hausa. Donc, et dans ces genres de pyramides, comprenez-vous? Donc la moitié, vous allez trouver que c'est une demi-sphère. Et l'autre demi-sphère, elle est dans le sous-sol. Donc elle forme donc, une image circulaire, ovale. Donc, et pour eux, c'est la représentation de l'univers. Donc quand vous prenez notre univers est sphérique. Donc, et c'est le même symbole qu'ils ont pris pour bâtir donc maintenant leur habitat et à l'époque, ou plutôt donc dans les premiers temps de l'humanité. Donc voilà la différence. Or, je vais vous ressortir la différence avec les pyramides de l'Égypte. Les pyramides de l'Égypte, telles qu'aujourd'hui les gens le voient, à travers les textes que nous avions déchiffrés, c'est tout simplement donc un site de pèlerinage, de rappel de ce qui s'est passé à Zender. À la fin de la civilisation de ce peuple-là qui a bâti les pyramides de Zender, donc ils se sont transportés vers l'Égypte, qui était à l'époque donc habitable parce que les catastrophes naturelles ont complètement détruit l'environnement zenderois à l'époque. Donc il fallait quitter, donc ils ont quitté, ils ont remonté le lac Tchad, ils ont remonté le Soudan et ils sont arrivés jusqu'en Égypte. Et si vous regardez depuis Zender, en remontant donc vers Difa, le lac Tchad, le Soudan, vous allez voir que tous ces endroits-là, le sable a englouti bien des vestiges, des monuments historiques anciens, complètement engloutis par les catastrophes naturelles et également par le sable. Et les catastrophes naturelles et les guerres de clans à l'époque, à la fin de la civilisation donc qu'ils ont vécu à Zender, à la fin de cette civilisation-là, donc finalement, tout a été balayé. Donc c'était la fin d'une civilisation. Et maintenant, il fallait reconstruire pour rappeler ce qui s'est passé antérieurement à Zender. Ils sont partis en Égypte maintenant, et le reste qu'il y avait, qu'ils ont pu transporter vers l'Égypte avant que la catastrophe n'y arrive, donc c'était pratiquement la disparition de leurs ancêtres. Et les ancêtres, donc selon les textes égyptiens, nos ancêtres, il y en avait 3. L'ancêtre des Noirs, l'ancêtre des Blancs et l'ancêtre des Rouges. Ce sont les principaux ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle, arrivés en Égypte, ils ont fait 3 tombeaux. Si on pouvait reconstituer les couleurs des pyramides actuelles de l'Égypte, les 3 pyramides de Giza, vous allez trouver qu'il y a une pyramide rouge, il y a une pyramide noire, c'est la grande, la pyramide de Khéops, et la moyenne, la pyramide de Mykérinos. Ce sont les 3 grandes pyramides qui sont les pyramides de nos ancêtres. La géante, la pyramide de Khéops, c'est celle des ancêtres des Noirs. Tambaki. Donc celui qui porte notre couleur, celui dont nous portons la couleur. Donc c'est sa pyramide comme ça. La deuxième, la moyenne, celle des Blancs. Et la troisième, celle des Indiens. Ça c'est très important. Donc ce sont les 3 races qui sont nées dans la région de Zender, qui après avoir vécu des millions d'années dans ces régions-là, lorsque la catastrophe et les guerres les ont nettoyés, les ont balayés, ces ancêtres-là qui ont quitté le monde, pour eux c'était des dieux. Et les dieux, il ne fallait pas les enterrer comme les êtres humains vulgairement. Il faut que l'humanité se rappelle de ce que les dieux ont vécu sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle, donc ils les ont transportés, ils sont partis en Égypte, ils ont bâti les 3 grandes pyramides dans lesquelles ils ont mis nos ancêtres, les 3 ancêtres de l'humanité. Et à la fois, c'est devenu un endroit de pèlerinage pour leurs descendants. Les Blancs, les Noirs et les Indiens, les Rouges. Et même donc les Japonais, les Chinois, tous font partie des Rouges. Donc c'était un endroit de pèlerinage pour les 3 races humaines. Petit à petit, les choses ont changé parce que donc certains sont partis là-bas habiter, les Arabes notamment,
les Africains aussi, une partie des Africains qui sont à côté, donc au Soudan, et vous avez de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez les Blancs. Donc tous sont autour de ces trois ancêtres-là. Dans le passé, ces trois ancêtres étaient considérés comme des dieux. On les vénérait comme tels. Donc c'était un endroit de pèlerinage. Et à un moment donné, encore arrivé de l'histoire, un voile a été tombé. Un voile a été mis encore sur l'histoire de nos ancêtres, complètement disparu. Et c'est la raison aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on patauge, on tâtonne. Certains donc parlent d'un Osiris, Isis, etc., qui n'ont jamais existé. Je ne vais pas donc balayer d'un revers de main tout de suite tout ce qui a été fait par les savants égyptologues, mais je dois dire que petit à petit, nous finirons par comprendre et de revenir sur ce que réellement les anciens textes l'ont dit. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur l'orthodoxie. Il faut revenir sur l'orthodoxie parce que, et pour pouvoir comprendre cette civilisation en lien avec l'Afrique noire et en lien avec également les autres races, il faudrait revenir sur les textes égyptiens écrits en Hausa. Et je vous amène à un aspect qui est très important, l'aspect linguistique. Parce que c'est sur la base de la linguistique que nous en sommes arrivés jusqu'à découvrir un site archéologique. C'est des écrits que nous sommes arrivés donc à quelque chose de concret, visible dans la région des Zender. Donc, et lorsque par exemple nous étudions du point de vue linguistique, aujourd'hui les différentes langues du monde, les principales langues du monde, dans la classification des langues, et ça j'insiste beaucoup là-dessus puisque c'est sur cette base que j'ai fait tous mes travaux, notamment vous allez voir que dans la classification des langues, notamment les langues africaines ou les langues européennes ou même les langues asiatiques, nous savons très bien qu'aujourd'hui, et ce dont on met en avant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'indo-européen, la langue indo-européenne, c'est-à-dire la langue parlée en Inde et en Europe à la fois. Donc, les linguistes du monde cherchent à comprendre aujourd'hui d'où descend l'indo-européen. Donc, la langue de l'Inde qui a fini par donner donc les langues occidentales. Eh bien, moi je dirais de manière abrupte que c'est le Hausa égyptien, l'ancienne langue égyptienne, c'est ça qui a donné aujourd'hui donc les langues qu'on appelle aujourd'hui les langues indo-européennes ou bien les langues qui descendent de la langue indienne, à savoir le sanskrit. Le sanskrit est l'ancienne langue indienne. Donc c'est cette sanskrit-là qui a donné les langues de l'Europe que nous entendons aujourd'hui, l'anglais, le français, le latin, etc., etc. Donc, sur cette base, je peux affirmer quelque chose de très important et que les téléspectateurs doivent savoir. Quand vous prenez le sanskrit, la langue indienne, la langue qu'on parle en Inde, donc le sanskrit, le terme par lequel on désigne la mer en langue sanskrite, c'est Mata. Mata, nous savons très bien que en Afrique ici, c'est dans les États Hausa où on prononce donc la femme Mata. Or, dans la langue sanskrite, en Inde, si vous allez jusqu'à demain, vous demandez quel est le nom de la femme, on va vous dire Mata. Mata. Et quand vous allez chez les Grecs, vous demandez dans la langue grecque comment s'appelle la femme, on va vous dire Mater, la déesse Mater. Donc Mater. Vous partez donc, et comment on appelle ça, dans la langue française, dans le français, comment on appelle la femme? On l'appelle la mère. Et tout ce qui est en relation avec donc la femme en français est maternel, Mata. Encore c'est revenu, donc le terme Mata est revenu. Lorsque vous allez encore en Allemagne, vous prenez la langue germanique, vous allez trouver que le nom de la femme c'est Martha, en langue gothique, en allemand. Vous partez par exemple chez les Espagnols, vous allez trouver que la femme s'appelle Madre. Donc le T s'est transformé en D. Et quand vous allez encore donc maintenant, et chez les, par exemple, si vous partez en Irlande, je vous amène plus loin encore. Si vous allez donc en Irlande, dans la langue irlandaise, si vous demandez comment s'appelle la femme, on va vous dire Mata. Donc presque dans toutes les langues du monde, notamment la principale qui a donné toutes les langues du monde, à savoir le sanskrit,
Donc, le nom, c'est Mata. Alors, conclusion, pour ne pas aller plus loin. Donc, finalement, ce qui veut dire que lorsque vous prenez donc depuis le latin qui a donné presque donc toutes les langues romanes que nous connaissons, le français, donc l'espagnol, l'italien, donc de ces langues-là, lorsque vous les connectez donc avec les langues indiennes, où vous avez toujours donc le même terme qui définit la femme, à savoir Mata, ce qui veut dire que ces langues ont une origine commune. Et cette origine commune, c'est quoi? C'est tout simplement Mata. Et cette origine commune, c'est l'Égypte ancienne. C'est l'Égypte ancienne. Malgré qu'aujourd'hui, on a classifié ou on a classé la langue égyptienne faisant partie donc des langues sémitiques. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est juste pour que les Occidentaux puissent avoir une prédominance de leur langue sur les langues du monde. Nous le savons très bien. Puisque donc nous savons que la langue sémitique est une langue qui est liée donc aux Hébreux, aux Juifs. Or, ce n'est pas vrai. Même la langue sémitique descend de l'ancienne langue égyptienne qui parlait le Hausa. Et on peut démontrer que même dans les langues sémitiques, la plupart des mots sont composés en Hausa. Et ça, c'est très important. Et le Hausa descend de l'égyptien ancien. Ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, donc, nous étayons cette thèse par le fait que la langue commune, là, c'est l'Égypte ancienne. Donc, et nous devons retourner dans les textes hiéroglyphiques tels que c'est écrit pour comprendre réellement l'histoire de l'humanité. Nous avons une histoire commune à presque toutes les races du monde. Et ça, c'est très important à comprendre.